La violente tempête qui a soufflé la nuit dernière sur l'ouest du pays a donc entraîné le naufrage d'un pétrolier à 50 km environ au large de l'Orient. Le tanker battant pavillon maltais s'est coupé en deux. Toute la matinée, les sauveteurs ont élitreuillé l'équipage. Les 26 marins indiens ont pu être récupérés sains et saufs. Pierre Didier. Cassé en deux, mais pas tout à fait coulé. L'arrière du bateau, avec ses superstructures, surnage ainsi depuis ce matin. Quant à la partie avant du pétrolier, elle est pratiquement totalement immergée. Seule la proue pointe encore dans une mer agitée de creux de 6 mètres. Lorsque les premiers secours, des hélicoptères français mais aussi britanniques, survolent la zone du naufrage, une partie de l'équipage est toujours à bord. Ils seront rapidement élitreuillés. Les autres ont embarqué dans cette chaloupe de sauvetage. Et en dépit d'un vent de force 8, les marins rescapés du pétrolier seront tous hissés sains et saufs à bord des hélicoptères. Une grande partie des 26 membres d'équipage, en majorité des Indiens, a été recueillie à la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic, près de Brest. Ils racontent que depuis hier, le navire était parcouru de craquements inquiétants, avant finalement de se briser ce matin à l'aube. Le temps était très mauvais. Le navire avait du mal à faire face. Ouais, le temps était vraiment très mauvais. Et le bateau n'était pas dans un très bon état. C'était comme pour le Titanic. Quand le bateau s'est cassé, on se tenait comme ça, sur le pont. C'était comme sur le Titanic. Dans la journée, 2 remorqueurs, dont le très puissant Abeille Flandre, ont fait route sur la zone du naufrage. Leur mission, tenter de remorquer les restes du pétrolier plus au large. L'épave est actuellement localisée à une 50aine de kilomètres des côtes. Alors que les moyens de lutte contre la pollution sont mis en œuvre, l'enquête se poursuit. 5 membres d'équipage sont actuellement en garde à vue et entendus par la gendarmerie dans le cadre d'une enquête pour mise en danger d'autrui. Il est apparu en effet que le navire était en mauvais état, qu'il avait demandé à se réfugier dans le port de Saint-Nazaire, une escale que le commandant de port lui a refusée. Voici l'instant, filmé par la Marine nationale, où la coque de l'Erika s'est brisée en deux. C'était dimanche matin, à 80 km des côtes bretonnes. On voit jaillir du pétrolier éventré des petits nuages noirs. Ce sont les flots de fioul. 10 minutes plus tard, le navire sera coupé en 2 morceaux. Comment en est-on arrivé là? C'est la question à laquelle va tenter de répondre la justice. Dès hier, le parquet de Paris a ouvert une enquête. Un juge d'instruction devrait être chargé demain de cette affaire de mise en danger d'autrui. Mais d'ores et déjà, 5 des 26 membres indiens de l'équipage de l'Erika, secourus dimanche, sont en garde à vue, interrogés par la gendarmerie maritime. Parmi eux figurent le capitaine et le second du pétrolier. Ce navire battant pavillon maltais, loué par la firme Total-Fina, avait été construit il y a 25 ans. Mais il avait subi 3 contrôles au cours des derniers mois, dont un en France. Samedi après-midi, pourtant, l'équipage a découvert une avarie grave, une fissure dans la coque, difficile à contenir. Il a alors demandé à faire escale dans le port de Saint-Nazaire. Mais le commandant du port a refusé pour éviter, semble-t-il, tout risque de pollution de la Loire. Le commandant Alain Cheng aurait cependant aussitôt prévenu la préfecture maritime de Brest, mais en vain. Le pétrolier maltais, qui continue à faire route vers le sud, dans la tempête, n'a pu aller plus loin. C'est le grand désarroi sur la petite île d'Ouate, située non loin de Belle-Île. Là-bas, encore aucun moyen n'a été acheminé. Éric Nedjar, Alain Descormier. Le long des côtes de l'île d'Ouate, sur les plages du Béniguet et du Salus, ils ne peuvent qu'assister impuissants aux dégâts provoqués par la pollution. Le nettoyage n'a pas encore commencé. Pour le moment, comme partout, on se contente d'essayer de sauver les oiseaux mazoutés échoués. C'est la seule chose qu'on a à faire pour le moment. Et puis attendre que ça se passe. Et puis il y a des renforts qui arrivent, peut-être. Ce renfort, on en a cruellement besoin. Les plages, les rochers touchés par la pollution restent difficiles d'accès. Et l'on manque aussi de matériel. Ouate est une île qui ne dépasse pas les 350 habitants l'hiver. Ouate ne possède pas de magasin où on peut aller acheter comme ça des pelles et des bottes et d'autres. Donc ils savent certainement qu'il nous faudrait des conteneurs, des cirés, pelles et pioches et autres, quoi, hein. Enfin bref, tout le matériel pour ramasser, quoi. Les habitants de Ouate devront donc patienter encore. Difficile de dire quand arriveront les renforts. La tempête aussi empêche tous travaux de nettoyage. Sur l'île, on aurait préféré fêter Noël autrement. Ici, en été, c'est plein de serviettes, des maillots de bain, c'est joli à voir. Et là, c'est catastrophe. J'ai quitté mon habit de Père Noël pour aller ramasser le goudron. Voilà, le Noël de l'an 2000, c'est ça.
Et encore, Watt a échappé au pire. Avant d'arriver sur l'île, la nappe de fioul échappée du pétrole Erika a trouvé sur son chemin Belle-Île-en-Mer. Maigre consolation, les Iliens savent qu'il faudra des mois au mieux pour effacer toute trace de marée noire. Dans notre pays, cette tempête accentue la pollution du littoral atlantique. Ce matin, au Croisic, la population désemparée découvrait les plages maculées du fioul échappé de l'Erika. Fabrice Turpin, Nadine Picard. Tôt ce matin, les habitants du Croisic n'ont pu que constater l'étendue des dégâts. Les nappes de pétrole qui se sont échappées de l'Erika avaient tout saccagé pendant la nuit. Du Croisic jusqu'à la Baule, toute la côte sauvage, plages, falaises, criques, était recouverte d'un épais tapis marron noir gluant et nauséabond. Je ne m'imaginais pas ça du tout. J'ai un copain qui m'a dit qu'à Bas-sur-Mer, le petit port, c'était une flaque de pétrole. Je suis venu voir par curiosité, parce que c'est pas possible. Je pensais même qu'il se moquait de moi quelque part, et pas du tout. Quand je vois ça, j'ai pas de mots pour vous exprimer ça. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, il faudra bien faire avec. Hein, on fera avec. Le premier sentiment d'impuissance passé, ils ont pris leur propre matériel, pelles, cirés, bottes, râteaux, tout ce qui leur tombait sous la main pour tenter de retrouver le visage originel de leur littoral. Les moyens, ils sont bien organisés ici ou c'est la débandade? Non, c'est un petit râteau. On fait ce qu'on peut. Moi, je suis venu avec ma pelle comme ça. On habite là, on va pas laisser la plage toute nord. L'été, on bronze là, on va pas bronzer dans du mazout, hein. La marée noire ne fait en fait que commencer. Une multitude de nappes de 10, 15, 20 mètres de diamètre ont été repérées sur plus de 20 km à quelques milles de la pointe du Croisic. Rien du tout, c'est quelques nappes, quelques petites galettes de fioul. C'est pas une catastrophe écologique. Voilà, Mme Voinet, regardez le résultat. Dominique Voinet, justement, elle était aujourd'hui partout, en Vendée, en Loire-Atlantique, histoire de faire oublier la polémique de ces derniers jours. C'est pas ça une catastrophe écologique, Madame Voinet? Mais qui a dit le contraire? Vous hier, non? Vous plaisantez? Hier, vous ne parliez pas de catastrophe écologique. J'ai dit hier qu'avant que la pollution soit arrivée sur les plages, on ne pouvait pas en dire de façon précise l'étendue et la gravité. Donc quelques heures plus tard, c'est évident, c'est une catastrophe écologique de grande ampleur, mais ce n'est pas, comme certains me pressaient de le dire hier, la catastrophe du siècle. Il sera toutefois très difficile de convaincre les habitants de Pierriac, de la Turballe, du Croisic et de la Baule, car ce soir, ils savent que le pire est encore à venir et l'image de marque de la côte atlantique vient d'en prendre un coup. Certains parlent de saison complètement gâchée. Ce soir, ils n'ont qu'une seule idée en tête, le pétrolier Total-Fina doit payer. Et depuis samedi, l'inquiétude était vive concernant l'île de Groix, en face de l'Orient. Cette île, peu peuplée en hiver, n'a pu être secourue que ce matin et le bilan est encore plus lourd que ce que l'on craignait. Sur place, les habitants sont désespérés et se demandent s'ils retrouveront un jour un littoral propre. Christine Lehéran, Guy Sabin. Seul, complètement seul sur cette plage face à l'étendue des dégâts. Depuis vendredi, cette île en face de l'Orient subit de plein fouet l'arrivée des nappes de pétrole. L'aide du continent n'a pu se déployer rapidement en raison de la tempête, alors contre vents et marées, les Groisillons n'ont donc pu que prendre leur courage à deux mains pour lutter contre ce poison gluant. Le goémon vient se coller au mazout et c'est pratiquement impossible à enlever. La preuve, regardez, c'est visqueux comme tout, ça part en gros paquets et le pire c'est qu'à chaque marée ce sera comme ça. Voilà, une cinquantaine depuis ce matin dans tout le coin là. Les nappes ont pris tout le monde de court. Pas de dispositif prêt sur place. La menace était pourtant latente, car Groix est la première terre à l'est de l'épave de l'Erika. Les insulaires sont consternés. Il faut bien qu'on sauve notre ville, hein, notre commune, notre île. Hein. Si on ne fait pas ça, personne ne le fera. Hein, c'est désastreux. En renfort, 70 pompiers sont arrivés sur l'île, mais c'est maintenant le matériel qui manque et le stockage qui fait défaut. Le sable souillé, entassé sur les plages, repart à la mer. Débordé aussi cette fois sur le continent, le centre de secours des oiseaux, monté en catastrophe avec sa chaîne de bénévoles. Saturation, ce n'est plus qu'un centre de transit pour trier les oiseaux et les évacuer au plus vite vers la Belgique ou l'Angleterre. Personne n'imaginait une telle hécatombe. Des oiseaux de mer, des oiseaux vivant sur la côte, tous effrayés. Les cartons s'entassent et le nombre des victimes dépasse déjà largement celui des autres marées noires
en France. Le ministre de l'économie a par ailleurs annoncé 2 bonnes nouvelles pour les sinistrés. Premièrement, il n'y aura pas de franchise supérieure à 1 500 francs pour les assurés. Christian Sauter qui a précisé ensuite qu'après un accord avec les compagnies d'assurance, les visites d'experts ne seront pas nécessaires si les travaux sont inférieurs à 20 000 francs. Sur le front de la marée noire, toujours pas de bonnes nouvelles. La pollution progresse vers le sud. Et on apprend par ailleurs que le pompage du fioul contenu dans l'épave de l'Erika ne pourra pas être entrepris avant plusieurs mois. Stéphane Bretner. Depuis des jours, ces mêmes scènes de ramassage du pétrole sur les plages. Ce matin encore, à la Turballe, on s'activait pour effacer ces immenses taches noires polluantes. Des scènes que l'on s'attend à revoir bientôt, encore plus au sud, parce que la nappe progresse. Elle se trouve maintenant au large de Talmont-Saint-Hilaire, après être passée au nord-est de l'île-Dieu en la souillant. Elle se déplace à grande vitesse, aidée par la tempête qui la rapproche des côtes. Le dernier survol du site où s'est échoué l'Erika n'a pas ramené de bonnes nouvelles. Des dizaines de boulettes de pétrole remontent à la verticale de l'épave. Une épave dont on ne sait toujours pas dans quel état elle se trouve. Hier, le navire Abeille Supporter a quitté Bayonne avec à bord un robot téléguidé qui a notamment servi à inspecter l'épave du Titanic. Par 120 mètres de fond, grâce à ses caméras et ses 2 bras articulés, il pourra fournir les premières images de la coque de l'Erika et repérer les fuites. Ça se commande exactement comme un jeu vidéo. Vous avez un joystick et toutes les fonctions de propulsion, de rotation sont commandées par ce joystick-là. Le navire avec ses 11 hommes d'équipage doit arriver sur site en fin d'après-midi, si la météo le permet. Aujourd'hui, ce sont plus de 250 km de côte qui sont touchés par la marée noire, et ce n'est sans doute pas fini. Les 20 000 tonnes de fioul encore prisonnières dans la coque de l'Erika menacent. Les spécialistes estiment que les opérations de pompage ne pourront pas débuter avant le printemps. Et dans les communes touchées par la marée noire, on hésite là aussi à maintenir les festivités prévues pour le passage à l'an 2000. Nos envoyés spéciaux en Loire-Atlantique, Yasmina Farber et Philippe Turpot, étaient ce matin à La Baule pour essayer de savoir si les habitants de cette région se préparaient à faire le réveillon, malgré tout. Au marché de La Baule, on prépare tranquillement la soirée du réveillon en essayant d'oublier la marée noire. 32, 34, mais c'est quand même une catastrophe, hein, 36. Où ça a échoué, c'est une catastrophe quand même. Hein. Voilà, 3 dizaines. Monsieur, comment vous ressentez l'ambiance pour ce 31 ? Calme, mais oui, peut-être un peu tristounet. Avec ses collègues du Pouliguen et de Pornichet, le maire de La Baule avait prévu d'embraser la baie sur 9 km, mais l'ambiance ne coïncide pas avec ce grand show. Tout est annulé. La France a 83 morts, nous sommes des communes sinistrées, nous allons recevoir des aides de l'État, du FIPOL, et il y a un seul mot qui me paraît aujourd'hui convenable, c'est celui de solidarité avec tous ceux qui souffrent de ces événements, aussi bien des tempêtes que de la marée noire. Donc je ne crois pas que le cœur y soit beaucoup à des manifestations de ce genre. Pas de feu d'artifice, mais cet hôtel-restaurant n'a pas eu de désistement. Il faut préparer les 100 couverts pour ce réveillon ordinaire. On a des gens qui avaient choisi leur table et tout pour être aux premières loges, parce qu'on est juste face à la mer. Et bon, c'est dommage que tout ça soit annulé. C'est un petit peu de la fête qui s'en va, mais bon, le cœur n'y était pas. Hein. La plage, avec la marée noire, la plage étant souillée et tout ça. Seul un rayon de soleil éclaire la plage. Elle devait être une esplanade de fête. C'est un grand chantier. Les services techniques travailleront jusqu'à la tombée de la nuit. Depuis hier, la marée noire touche l'île de Ré. Les premières galettes d'hydrocarbures ont fait leur apparition la nuit de la Saint-Sylvestre, poussées par la marée. Une dizaine de tonnes de pétrole auraient été ramassées pour la seule journée d'hier. Les volontaires sont à pied d'œuvre et ce matin, apparemment, la situation est moins polluante. Reportage François Privat, Philippe Ritten. Cet oiseau mazouté s'est échoué cette nuit au nord de l'île de Ré. Impossible pour lui de reprendre son vol. Il se laisse même capturer facilement. Il est malade. Peut-être on peut le sauver. J'ai un carton dans la voiture. Craig est un surfeur américain. Il fréquente tout au long de l'année les plages et les vagues rétaises. Ce matin, à Saint-Clément-des-Baleines, il est l'un des premiers à gratter les rochers. Moi, c'est... je ne suis pas très religieux, je ne vais pas très souvent à la messe. Mais ici, c'est mon église. Hein. La mer, ça représente Dieu. Pour moi,
c'est quelque chose de très profond. Et voir ça, c'est comme si vous avez mis ça dans ma cuisine, dans mon église. Ça me révolte absolument, oui. Entre Saint-Clément-les-Baleines, les Portes et Ersanré, on a déjà ramassé plus de 14 tonnes de pétrole, sans compter les oiseaux morts. Actuellement, un hélicoptère de la sécurité civile survole les rivages à la recherche d'éventuelles nappes à la dérive ou encore de traces d'hydrocarbures. Plus au sud de l'île, on vient de découvrir de nouvelles nappes arrivées ces dernières heures. Il y en a plus qu'hier, non? Ah oui, largement. Ah oui, ça multiplié par 10, là. Cet après-midi, les affaires maritimes, aidées des pêcheurs de l'île de Ré, pourraient tenter de chaluter plusieurs nappes qui dérivent au large. Alors que le pétrole de l'Erika continue de souiller les plages de Vendée et de Loire-Atlantique, on redoute une deuxième marée noire. Des pêcheurs ont constaté des remontées de fioul près de l'épave. Les images filmées par le robot Abisub montrent que la partie arrière du pétrolier ne présente pas de fissures, comme on le redoutait. Mais le problème est que ce robot n'a pas pu inspecter la totalité de la coque. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Voilà ce que l'Abisub, le robot sous-marin, a pu voir de l'épave de l'Erika lors de ses 2 premières plongées. Une dizaine d'heures d'investigation sur les 2 tiers de l'épave avant que le robot ne se bloque. Mais les experts sont formels, la partie inspectée de l'Erika ne fuit pas. On n'a rien vu comme fuite, absolument rien. On n'a pas vu de fuite. Alors on nous dit, les marins-pêcheurs disent il y a des irisations en surface. Il y a un peu d'irisation en surface, mais j'appelle pas ça une fuite. C'est sûrement pas, en tout cas, du chargement, tout ça, puisque bon, chargement, vous avez vu comment c'est, on l'a assez vu sur les plages, ce n'est pas du tout le cas. Donc maintenant, pour savoir, il faudra analyser le produit. Mais tout le monde n'interprète pas les choses tout à fait de la même façon. Jean-Pierre Salin, président du comité local des pêches de Concarneau, était à bord de l'abeille Supporter. Pour lui, les irisations visibles en surface laisse supposer des fuites. En surface, on voit simplement de la pollution, mais minime. Alors, il est fort probable qu'il y ait certaines parties du droit de la déchirure, qu'il y ait des fissures et que le pétrole remonte. Mais c'est à gros bouillon ou pas? Non, ce n'est pas à gros bouillon. On voit, comme on dit, ça cloque en surface, tache d'huile. Loin de rassurer, la mission non achevée de l'Abisub laisse encore beaucoup de questions sans réponse. Les experts réclament du temps et des analyses plus poussées. La population, elle, voudrait être rassurée tout de suite. La marée noire maintenant, une autre bataille médiatique dans l'actualité. Le travail effectué par la société Total pour redresser un peu son image. C'est d'abord le PDG qui est monté hier au créneau. Pour l'instant, les appels au boycott ne sont pas vraiment très suivis. Reportage de nos stations régionales commenté par Laurent Debesse. Initié par les Verts, le boycott des pompes à essence Total est avant tout symbolique. Si quelques graffitis apparaissent sur les murs de certaines stations, comme ici à Albi, les clients affichent fidélité et bon sens. Ce n'est pas de leur faute si le bateau a coulé. Et j'estime que les gens qui ont pris le temps de faire ça, ils n'avaient qu'à prendre une pelle et un seau et aller là-bas. Même son de cloche de la part des consommateurs de la Côte d'Opale. On ne remet pas en cause la responsabilité du pétrolier, mais on suggère un règlement plus strict sur le transport des matières polluantes. Que je sois client chez Total ou ailleurs, le problème est le même. L'Erika peut très bien être affrété par un autre pétrolier que Total. La solution consiste dans une interdiction des bateaux en mauvais état, donc à l'interdiction des pavillons de complaisance, donc à l'interdiction des compagnies de certification un peu boiteuses, comme celle qui, en dernier lieu, avait certifié l'Erika. Le groupe Total a mis du temps à réagir face à l'ampleur de la marée noire. Sentant le vent de la colère s'amplifier, Thierry Desmarais, PDG de la compagnie pétrolière, a annoncé hier la création d'une mission Littoral Atlantique. Des sociétés privées, payées par le groupe pétrolier et chargées de nettoyer différents sites souillés. Sur le terrain, comme ici, à Moëlan-sur-Mer, les bénévoles s'impatientent. Encore heureux qu'ils se mettent un petit peu à prendre de leurs responsabilités, parce que je pense que quand même, ils ont une grande part de responsabilité. Pour tenter de redorer une image ternie par cette catastrophe écologique, Total se lance donc dans une opération de séduction envers les consommateurs et sans doute aussi envers les marchés financiers.
Le désastre écologique provoqué par la marée noire, avec ses chiffres affolants, plus de 300 000 oiseaux seraient souillés par le mazout. À l'heure actuelle, un dixième d'entre eux a été recueilli sur le littoral atlantique, où tout est fait pour les aider à survivre. L'entraide internationale, avec l'arrivée de spécialistes américains, anglais, écossais dans le Morbihan, près de Vannes. Louis Carzou et Marcel Martin ont suivi l'un des 14 vétérinaires en mission. Les images qui vont suivre sont parfois difficiles. Sur les plages abandonnées, c'est une chanson que connaît bien Darroch Donald. Car cet Écossais de 34 ans est un spécialiste des marées noires de l'Arabie Saoudite à la Nouvelle-Zélande. Mais lorsqu'il s'est retrouvé aujourd'hui sur la plage de Saint-Jacques, dans le golfe du Morbihan, il avait la triste impression d'être un peu à la maison. C'est particulièrement éprouvant pour moi parce que ces fous de bassin morts sur cette plage, et ce n'est la récolte que de la dernière marée, eh bien ce sont des oiseaux qui se reproduisent en Écosse, chez moi. D'une certaine manière, ils rentraient chez eux. Darroch est arrivé ce matin au centre de Tay, près de Vannes, avec 13 autres vétérinaires, biologistes et spécialistes animaliers venus de Grande-Bretagne, des États-Unis et d'Afrique du Sud. Leur mission, rendre plus efficace le travail des 130 bénévoles du centre. Car maintenir la température, nettoyer les plumages ou assurer la nourriture, chaque soin apporté aux oiseaux mazoutés doit suivre un protocole précis. Attention, là, il faut éviter la glotte. Comme pour effectuer sa première réhydratation de guillemot. D'accord. Ok. Well done. Okay. Ça fait mal au cœur, forcément. Mais on voit que leur état évolue de façon quand même plutôt positive. Donc ça nous donne encore plus, ça nous motive encore plus. Voilà. Une aide d'experts rendue plus nécessaire encore par l'ampleur des dégâts sur la faune. Car pour se rendre compte de l'étendue du massacre, Darroch n'est pas allé sur une nouvelle plage, mais à la déchetterie municipale. Les oiseaux, c'est ce qu'il y a de plus évident dans une marée noire. On les voit couverts de mazout. Mais les gens doivent être conscients que le pétrole pollue tout, absolument tout l'écosystème. Il ne faut surtout pas se dire, bof, après tout, ce ne sont que des oiseaux. Dans le golfe du Morbihan, pour recenser le nombre d'oiseaux morts, c'est désormais la tonne qui sert d'unité de mesure, si l'on peut encore parler de mesure. Dans ce qu'il convient d'appeler l'affaire du naufrage Erika, cette information donnée par nos confrères de Libération, selon laquelle la compagnie Shell aurait jugé inacceptable l'état du pétrolier pour le transport de son propre fioul. Une nouvelle révélation à charge qui met en cause pour le moins une certaine forme de laxisme de Total Fina, la société qui a aussitôt répliqué en rejetant toute responsabilité sur les autorités chargées de l'inspection des navires. Patrick Fandiot. C'est un témoignage qui fait des vagues à la une de Libération. Le quotidien a interrogé un inspecteur de la compagnie pétrolière Shell. Un homme qui affirme qu'après une inspection en janvier 1999, il a été signalé à l'armateur que l'Erika ne pouvait transporter de cargaison Shell. En clair, une sorte de veto, car pour la compagnie anglo-néerlandaise, le pétrolier n'était pas assez sûr. Un jugement apparemment partagé par d'autres compagnies, du moins si l'on en croit le rapport de la commission d'enquête du ministère des Transports. D'après ce document, depuis septembre 1996, pratiquement aucun des grands groupes pétroliers n'a affrété l'Erika. Seul Total a affrété le navire 4 fois en 1999. Total qui se défend ce soir d'être la moins exigeante des compagnies pétrolières. Nos critères d'affrètement sont exactement les mêmes que ceux de Shell. Nous faisons partie de la même organisation qui s'appelle le CIRE, SIRE, et nous avons les mêmes critères d'inspection et le même type d'inspecteur. Seulement, sur la base des rapports techniques de leurs inspecteurs, les compagnies pétrolières tirent des interprétations fort différentes. Par souci de sécurité, certaines d'entre elles ont adopté d'autres critères de sélection des navires. Il est clair que la décision d'affréter un navire repose bien sûr sur son état technique, mais aussi sur son adaptabilité au trafic bien déterminé que peut avoir telle ou telle compagnie, à ses exigences propres, voire à la situation financière de l'affréteur. La commission d'enquête le disait hier, pour qu'il y ait peu ou plus d'Erika, il faudrait entre autres que les compagnies pétrolières soient à nouveau propriétaires des navires qu'elles utilisent. Une perspective qui a peu de chances de se réaliser,
dans un secteur maritime où sévit une féroce concurrence. Lionel Jospin avait déplacé une partie de son gouvernement en Bretagne aujourd'hui. Il s'agissait, 2 mois et demi après la marée noire de l'Erika, d'annoncer un nouveau coup de pouce gouvernemental. 5 milliards de francs vont être débloqués sur 4 ans, dont 1 milliard dès cette année. Des mesures qui ne semblent pas avoir apaisé la colère des ostréiculteurs qui ont bruyamment manifesté dans les rues de Nantes. Reportage Alban Mécosi, Patrick Deschmecker. Pas de tension perceptible, pas d'allusion au voyage au Proche-Orient. À Nantes, Lionel Jospin présidait un conseil interministériel consacré aux conséquences des tempêtes et de la marée noire. 12 ministres, des sommes importantes débloquées. L'objectif est de faire oublier les cafouillages de la fin décembre avec un plan d'indemnisation complet. La réponse de l'État a été forte et rapide. Elle est forte par les montants engagés. Au total, pour faire face aux conséquences des 2 ouragans comme à celle de la marée noire, les mesures arrêtées représentent un effort budgétaire de 4 600 millions de francs pour l'année 2000. Sont concernés les professionnels du tourisme, mais aussi d'autres secteurs économiques sinistrés, comme les ostréiculteurs et pêcheurs, qui ont profité de l'occasion pour manifester leur désarroi. Certains d'entre eux étant même venus surtout pour en découdre. Les manifestants sont repartis, le calme est revenu sur Nantes, mais Lionel Jospin sait que d'autres épreuves l'attendent, à commencer par les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, où les députés de l'opposition ne manqueront pas de lui parler de ses propos en Israël. Malgré cette aide et celle annoncée lundi à Nantes lors du comité interministériel, les habitants du littoral atlantique sont toujours en colère. À Saint-Nazaire, un collectif anti-marée noire vient de lancer une pétition pour abroger un protocole de 92 qui modifiait la loi internationale en matière d'indemnisation des pollutions maritimes. Un texte qui, vous allez le comprendre, dédouane les pétroliers pollueurs. Les explications de Christine Lehéran. Depuis le naufrage de l'Erika, d'une seule voix, les militants anti-marée noire visent Total Fina. Pour eux, le pollueur est le payeur. Or, Total Fina ne peut pas être poursuivi, c'est la loi internationale qui le dit. Pourquoi ? Pascal Braud a trouvé la réponse dans ce texte de 92, signé notamment par la France. Il modifie la précédente convention de 69. Tout affréteur d'un navire est exonéré de poursuite en cas de marée noire. C'est-à-dire que concrètement, la société Total est exonérée de toute poursuite civile sur le plan de la marée noire. Donc on peut toujours taper sur Total, c'est l'État qui va payer plein pot la facture. En 92, le nouveau texte signé notamment par le gouvernement français augmente sensiblement le fonds d'indemnisation. Mais dans le même temps, effectivement, les pétroliers, eux, se mettent à l'abri. C'est ainsi qu'a été constitué en 92, sous la pression très forte des compagnies pétrolières, un mur juridique faisant qu'elles étaient, à moins que ce soit sur leur propre flotte, qu'elles étaient en dehors de la responsabilité et des propriétaires de navires et du FIPOL, ce Fonds international d'indemnisation. Seule une faute grave pourrait entraîner des poursuites judiciaires et financières contre Total Fina. Une faute grave comme, par exemple, avoir transporté une matière illégale, ce que démontrent les premières analyses de ce laboratoire indépendant. Et par contre, il est prouvé qu'il ne s'agit pas d'un produit valorisable, fuel, mais bien d'un déchet de raffinerie. À ce moment-là, le principe de libre circulation ne s'applique plus, ce n'est pas une marchandise valorisable. Il aurait fallu appliquer le principe de proximité, qui exclut toute exportation et qui impose même la destruction dans les règles, dans l'installation de destruction la plus proche du lieu de production. Et pour en avoir le cœur net, ce laboratoire critiqué pour ses analyses demande une contre-expertise pour prouver si oui ou non Total Fina peut être finalement poursuivi. Campagne publicitaire et discours rassurants. Les communes touchées par la pollution de l'Erika tentent par tous les moyens d'éviter une désaffection des touristes. À Belle-Île, par exemple, on poursuit le nettoyage des plages et les professionnels multiplient les opérations de séduction. Yasmina Farber, Blaise Grenier. Belle-Île sort de l'hiver. D'une torpeur liée à la marée noire, Belle-Île retrouve un air de vacances. Et les vacances, tout le monde y pense, car les appels pour les demandes d'informations sur les séjours se font rares, 67% de moins par rapport à l'an dernier. Les Belle-Îlois s'interrogent sur une bonne stratégie de communication. Ils constatent les dégâts économiques de la pollution à 3 semaines des vacances de Pâques.
Nous avons commencé à envisager ce désastre au niveau économique sur l'île à partir de début février. Et c'est là que les autorités de l'île ont pris conscience que le secteur touristique allait être touché aussi après le caractère écologique. Le malaise est bien réel. Les offres d'emploi sont plus que limitées pour la saison. C'est le constat d'une association de Belle-Île qui recense les besoins des professionnels. Disons que l'année dernière, on avait à peu près à la même époque 200 propositions d'offres d'emploi et qu'aujourd'hui, on en a une vingtaine. Donc il y a une vraie frilosité des employeurs. Oui, enfin frilosité, moi je dirais plutôt ils attendent. Seule arme économique pour rassurer les vacanciers, la dépollution. Les plus grosses nappes de fioul ont disparu, l'heure est au fignolage. Une responsable de l'Office du tourisme a voulu nous montrer une plage grand public, celle de Bord-d'Ardoué. Vous pouvez aller même très profond. Vous pouvez y aller, tout est impeccablement propre. Et de toute façon, cet été, il y aura des machines qui systématiquement viendront nettoyer toutes les plages le matin, au moment de l'été ou même de l'avant-saison. Et tous les jours, actuellement, elles passent. À Belle-Île, le travail de réhabilitation est en marche, mais toute la côte atlantique va communiquer. Campagne d'affichage, publicité télévisée, 60 millions de francs pour lancer un slogan anti-marée noire. Respirez, vous êtes en France Atlantique. Alors que les opérations de pompage ont repris hier sur la partie arrière, cette fois de l'épave de l'Erika, permettant de récupérer 870 tonnes de fioul, l'heure est au premier bilan pour les stations touristiques de la façade atlantique touchées par la marée noire de décembre dernier. Sur l'île de Noirmoutier, le bilan des 15 premiers jours de juillet est plutôt rassurant, même si on enregistre une baisse de la fréquentation. Sur place, Christophe de Valambra et Alain Darigrand. Ils sont moins nombreux que d'habitude sur les plages de Noirmoutier, mais ils sont tout de même venus. Aujourd'hui, l'île a totalement effacé les traces de l'Erika. Mais ici, on savait que l'image des boulettes de fioul sur le sable serait beaucoup plus tenace. On craignait même une saison catastrophique. En fait, la première quinzaine de juillet est plutôt rassurante. La baisse de fréquentation est certaine, mais elle n'est pas aussi importante qu'on pouvait le craindre. Ça tourne plus autour de moins 20% que moins 30 ou moins 50% comme on a pu le craindre à une certaine époque. Mais ces premiers chiffres sont très variables. La principale baisse touche les locations. Une clientèle souvent familiale est donc très attirée par la plage. En termes d'image de marque, on a relativement souffert de ce qui s'est passé. Là, on constate en termes de demande qu'on a à peu près moitié moins que d'habitude, de demande de location simplement. Et en termes de réservation, là, on a nettement un bon quart de moins. Moins touchés, les campings de l'île enregistrent une baisse de fréquentation d'environ 15%. Mais la situation s'améliore avec la météo. L'effet Erika devrait lui être limité. Ce que nous pouvons enregistrer comme baisse sensible de 10 voire 5% actuellement n'aura, je pense, pas d'incidence, du moins je l'espère, sur l'ensemble de la saison. Pour les restaurateurs, en revanche, aucun problème. Certains avaient même sous-estimé leurs besoins en personnel. Les premiers jours de juillet ont été excellents. On a été un petit peu aidé par le mauvais temps, qui nous a ramené beaucoup de passages sur l'île en fait. On a récupéré une grande partie de la côte, Saint-Jean-de-Mont, Notre-Dame, même Port-Unique, La Boule. Mais tous les chiffres de cette première quinzaine ne sont que des indices. Il faudra bien sûr attendre la fin de la saison sur l'île pour mesurer le véritable impact de la marée noire. Un an après, des équipes de dépollution sont toujours au travail dans les zones essentiellement rocheuses. C'est ce que nous allons voir sur l'île d'Edic, qui se situe au large du golfe du Morbihan. Des opérations de nettoyage laborieuses dans des conditions difficiles qui vont prendre encore des mois. Hélène Pedèche et Philippe Boucher. Lendemain de tempête à Edic. Dans un vent assourdissant, des hommes en blanc traquent la moindre trace de pétrole. Un par un, ils trient les galets, les lavent avant de les rendre à la crique. La pollution est arrivée sur une zone où il n'y avait que des galets. Et depuis, le sable a recouvert toutes ces zones. Donc au fur et à mesure, là, on reprend les zones qui se décaissent naturellement pour éviter évidemment de l'enlever manuellement. Donc là, on retraite une zone qui a déjà été travaillée par les militaires en début d'été. Cette deuxième phase de dépollution a démarré il y a 2 mois. Après les plages nettoyées dans l'urgence pour accueillir quelques touristes, c'est au tour des zones rocheuses et des criques de galets. Un travail long et minutieux assuré par 5 pompiers du plan Polmar et une entreprise de dépollution engagée par Total, en tout 30 personnes. Ici, pas de tracteur ni même de voiture. Tout se fait à la main. C'est fatigant, tous les jours à genoux dans les cailloux. Et puis c'est le vent surtout, le vent aussi, c'est tout le temps
tout le temps, donc ça tue. Le nettoyage devrait durer jusqu'en juin, au moins. Pour passer tout l'hiver sur l'île, les dépollueurs sont logés dans ces mobil-homes. Le soir, au bourg, ils retrouvent les Iliens. L'Erika n'a pas seulement marqué les côtes. Dans les esprits aussi, elle a laissé son empreinte. Quand il y a des gros temps comme ça, on est inquiet. C'est sûr que tant que les mesures au niveau de l'État ne seront pas prises un peu plus strictes, ça sera toujours présent. Et on y pense tous les jours. On a des gens qui nettoient quotidiennement. Ils vivent avec nous. D'habitude sur l'île, on est 80, on passe à 100. Les enfants non plus n'oublient pas. Ces dessins datent d'il y a 15 jours. Malgré cela, les écoliers préfèrent retenir chaque signe d'espoir. Les mouettes reviennent, parce qu'elles étaient tous mortes. Et ça, tu es content de revoir les mouettes? Oui. C'est bon signe? Oui. Vendredi soir, sur le port, les dépollueurs repartent passer le week-end sur le continent. Petit à petit, Edic se défait de sa ceinture noire. En un an, 730 tonnes de déchets mazoutés ont été retirés. Édition spéciale, nous sommes à la Turballe, en Loire-Atlantique. Magnifique petit port de pêche breton. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour marquer l'anniversaire terrible de la catastrophe écologique de l'Erika. C'était exactement il y a un an, le 12 décembre 1999, du fioul qui vient polluer plus de 400 km de côte. Souvenir, Patrick Fandiot. Ils s'imaginent, à cet instant-là, qu'ils ont encore une chance, qu'ils peuvent encore remorquer au large la partie arrière de l'Erika. Il est 14 h ce lundi 13 décembre 1999. Les hommes de la baie Flandre livrent un combat inégal. Un vent de force 9, des creux de 8 à 10 mètres, une lutte désespérée pour éviter une pollution massive. Mais il n'y a plus rien à faire. C'est la fin d'une longue agonie commencée 18 heures plus tôt. Le remorqueur et les autorités ont été prévenus trop tard. L'Erika est resté trop longtemps un navire silencieux. À bord du pétrolier, en ce samedi 11 décembre, veille du naufrage, on ne pouvait ignorer la gravité de la situation. La preuve, cette liaison radio à 14 h 48 entre le capitaine de l'Erika et le Fort George, le navire anglais qui a entendu le premier message de détresse. Un pont cassé. Jamais le capitaine de l'Erika ne donnera cette information capitale au Cross-Etel dans les heures qui suivent. Dans ce téléx, envoyé 30 minutes plus tard, il affirme même que la situation est sous contrôle et annule son message de détresse. Une erreur ou un mensonge. Karun Mathur, qui est rentré chez lui en Inde, est mis en examen. Au Cross-Etel, pendant le naufrage, on a tout enregistré, toutes les liaisons de l'Erika. Pourquoi il n'y a donc pas eu de surveillance spéciale autour du pétrolier? Pourquoi personne n'a pris la mesure de ce qui se passait? Pourquoi la préfecture maritime a été alertée si tard? 3 officiers sont mis en examen, dont le commissaire Velu, ici à droite. Biella, au Monténégro. C'est dans ce port que l'Erika est censé avoir subi de grosses réparations. Des réparations douteuses dans un chantier naval spécialisé dans les travaux à moindre coût. Grâce à ces travaux, l'Erika avait tous ses certificats en règle. Tous visés par RINA. La société de classification italienne est soupçonnée d'avoir manqué de vigilance en sous-estimant l'effet de la corrosion. 6 de ses employés, dont le responsable technique Massimo Volta, sont mis en examen. Également mis en examen le gestionnaire du pétrolier Antonio Polara et le propriétaire italien Giuseppe Savarese. La juge Dominique de Talancé poursuit son enquête. 1 an après, on est encore très loin d'un éventuel procès. Comme vous pouvez le voir, ceci c'est un filet qu'on a mis en place hier. Et regardez, on l'a retrouvé ce matin dans cet état rempli de pétrole. Hier il était vert. Ah oui, hier il était vert comme ceux qu'on peut voir sur la plage. Cette plage, ils l'ont pourtant nettoyée hier, mais aujourd'hui tout est déjà à refaire. Difficile à admettre pour ces hommes de la sécurité civile qui en sont à leur 4e séjour ici. Ça fait 1 an qu'on vient, 1 an jour pour jour, on est toujours au même point. L'impression de ne pas avancer, quoi. On est toujours au même endroit.
C'est un peu décourageant pour ça. Ainsi va la dépollution des plages, au gré des marées et des tempêtes qui ramènent périodiquement des plaques de fioul. 32 chantiers sont encore en cours, pourtant, il faut le dire, le répéter, 95% des plages de Loire-Atlantique sont propres. La reconquête aura pris une année et coûté 400 millions de francs rien qu'à l'État. Elle aura aussi permis de prendre conscience de l'importance de ce patrimoine qui ne s'entretient pas tout seul, marée noire ou pas. On oublie que c'est notre or blanc et la marée noire nous a bien montré que, le touriste, il fallait aller le chercher aujourd'hui pour générer les emplois qui y sont liés. Puis 2, il fallait qu'on travaille les plages. Et la décision qui a été prise par exemple à Pornichet, c'est que contrairement aux autres années, dès le mois d'avril, on va chercher à mettre des plages en très bon état. N'exagérons rien quand même, la marée noire n'a rien d'une bonne affaire pour les communes sinistrées. Mesquer, 1300 habitants, a dépensé près d'1 million de francs en un an, autant d'argent en moins pour d'autres priorités. Le fleurissement de la commune, vous avez des tas de choses comme ça qui sont importantes et qu'on a un petit peu laissé à l'abandon. C'est certain, pendant un an. Sans parler du personnel qui a été utilisé uniquement pour nettoyer et s'occuper des plages. Madame le maire sait de quoi elle parle. Elle vient de perdre un procès contre Total, à qui elle réclamait le remboursement de ses dépenses. Le littoral est aujourd'hui à peu près propre. Désormais, le combat s'est déplacé de la plage au prétoire. On a nettoyé, on a indemnisé, on continue de travailler, vous l'avez vu, mais beaucoup d'opposants ont voulu commémorer à leur façon cet anniversaire, ce premier anniversaire de la catastrophe de l'Erika. Alors c'était vrai pour le rameur Jo Le Guen, qui a occupé le siège de la mission littorale de Total à Nantes, et ça a été vrai aussi ce matin pour des manifestants qui, eux, sont allés voir le siège du FIPOL, c'est le Fonds d'indemnisation internationale à Lorient. Reportage d'Olivier Sioux et de Michel Hiver. La Confédération maritime avait annoncé un simple pique-nique. Ce fut en fait un tagage en règle de la succursale du FIPOL à Lorient. C'est quand même plus beau comme ça, non? Donc pour l'indemnisation, j'ai créé un bureau. Il faudra m'envoyer le dossier. C'est un anniversaire, hein. Comme tout anniversaire, ça se fête. Hein. Moi j'ai 30 ans, quand j'ai 30 ans, on met 30 bougies, c'est leur première, quoi. Donc bon anniversaire. Toujours pas d'indemnisation à ce jour-là. Immédiatement après, le responsable de la Confédération maritime, Alain Malardet, a été interpellé non sans difficulté. J'ai tagué 100 mètres de vitrine, ils nous ont tagué 400 km de plage. Est-ce que vous les arrêtez? Est-ce que vous arrêtez de démarrer? Moi je veux bien que vous m'arrêtiez, mais vous arrêtez de démarrer en même temps. Dès hier après-midi, la coordination des collectifs anti-marée noire et quelques paludiers de Guérande avaient envahi les locaux de la mission littorale de Total à Nantes. À leur côté, et dans le rôle du porte-drapeau, le rameur Jo Le Guen. Il y aura un après Erika qui à terme ne peut pas être comme l'avant Erika. L'Erika doit être le naufrage de trop qui va faire que les choses vont changer. Ça va pas être facile, ça va sans doute être long. Pour spectaculaire qu'elle soit, cette action de la Confédération maritime n'a réuni qu'un nombre limité de participants. De fait, aujourd'hui, un an après le naufrage de l'Erika, les organisations semblent avoir du mal à fédérer les oppositions pourtant réelles à Total et au FIPOL. Le terrible anniversaire de cette catastrophe écologique de l'Erika, c'était il y a un an exactement, le 12 décembre 1999. Le pétrolier maltais là-bas, dans l'océan, se cassait en deux et souillait plus de 400 km de côte avec un coût total pour cette catastrophe de plus de 3 milliards de francs. Alors évidemment, à l'époque, catastrophe pour la pêche, catastrophe pour le tourisme, catastrophe pour les huîtres aussi et pour les coques. Tout ça est rentré dans l'ordre aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, on s'est beaucoup inquiété. Alors les coques, justement, Tintin est très très content de venir dans la région, le petit garçon. Pourquoi? Parce que le Croisic est le premier producteur de coques en France. C'est coques en stock tout près d'ici, du côté de Guérande. Si professionnellement tout est rentré dans l'ordre, il faut manger des huîtres et il faut manger des coques. Elles sont très bonnes aujourd'hui. En revanche, c'est vrai que le traumatisme a été marqué pendant très très longtemps. Reportage de Jacques Deveau et Michel Hiver. À quelques jours des fêtes de Noël, l'activité bat son plein dans le trait du Croisic, première zone d'élevage de coqs en France. Pour Pascal Chelet, comme pour ses confrères, le naufrage de l'Erika n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et pourtant, la pêche ici a été interdite pendant 5 mois et n'a réouvert que le 13 juin dernier. Le consommateur, par contre, n'aurait pas compris qu'un site touché ne soit pas marqué par une fermeture. Donc je crois que la fermeture était un mal nécessaire. Il n'y a d'ailleurs eu aucune protestation du milieu professionnel. En avril dernier, pour en finir avec la pollution, les professionnels du secteur n'avaient pas ménagé leurs efforts, prenant même la pelle pour nettoyer l'entrée du trait du Croisic, où une nappe de pétrole polluait l'eau de mer.
On est dedans, on va dominer le nettoyage, on va avancer de 20 mètres par jour et puis petit à petit on l'aura. Aujourd'hui, les machines à récolter les coques ont remplacé les pelleteuses. Mais les 16 entreprises du secteur ont subi un préjudice de 8 millions de francs. Pendant toute la fermeture, Pascal Chelet a perdu entre 2 et 300 000 francs par mois, une perte prise en charge par la collectivité. Les entreprises ont tout de suite été alimentées globalement par des avances trésorerie qui couvraient une grande partie du préjudice. Donc maintenant on attend que le FIPOL paye pour pouvoir rembourser les prêteurs que sont le département et la région. Et si le FIPOL ne paye pas tout le préjudice, l'État s'est engagé à verser la différence. Mais si professionnellement les traces du naufrage ont été effacées, Pascal Chelet conserve une grande rancœur envers Total. Je suis professionnel mais je suis contribuable et le contribuable est révolté parce que ça nous coûte cher. Et j'ai l'impression que le coupable, ça lui coûte pas cher, ce qui fait que j'ai peur qu'on n'ait pas fait grand-chose pour éviter la suivante. Aujourd'hui, Pascal se tourne vers l'avenir. L'an prochain, il va investir dans une nouvelle machine à récolter les coques. Erika n'aura pas tué la profession. Et on se retrouve maintenant sur la plage du Pouliguen, sur la côte sauvage, où on est en train de travailler encore et on est en train de nettoyer encore. Les professionnels du tourisme, pour tout le littoral atlantique, ont évalué à peu près les pertes de recettes à moins 30% pour l'été 1999 dû à la catastrophe de l'Erika. Et pour certains, ça a été même beaucoup plus que ça. C'est le cas par exemple d'Antonio Calvo, que je vais rejoindre maintenant. Le Roquizel, son petit restaurant qui est là-haut, il a été fermé pendant très longtemps, Antonio. Pendant 5 mois et demi, du 26 décembre 1999 pratiquement jusqu'à la mi-mai. Et on nous a fermé la route, bien sûr, pour la sécurité, ce qui est tout à fait normal, ce que je comprends. Mais on nous a mis au chômage obligatoire et obligé, quoi, pour un problème, finalement, qui ne nous concernait pas. Donc, c'est la cata pour nous. Donc, plus de clients pendant plus de 5 mois. Eh bien, malheureusement, plus de clients, plus de chiffre d'affaires. Et puis, malheureusement, suspension des crédits que l'on peut avoir sur cet établissement. Et puis, voilà, quoi. Et l'indemnisation, comment ça s'est passé alors? L'indemnisation, malheureusement, c'était pendant 5 mois et demi, c'était vraiment un mur. Parce qu'on ne pouvait pas. Le gros problème que l'on avait, c'était de justifier de notre isolement, parce qu'on nous disait oui, mais vous êtes comme tous les restaurateurs, vous attendrez la fin de saison pour savoir l'indemnité. Tandis que là, nous, on ne pouvait pas travailler parce que la route était bouchée, il n'y a aucune voiture qui passait. Donc l'indemnité, pendant 5 mois et demi, c'était vraiment le mur. Et puis, je vais dire, grâce ou alors à cause, c'est vrai que France 2 est venu un jour chez nous parce qu'ils ont trouvé vraiment qu'on avait une situation particulière. Excusez-moi, je suis un peu ému, mais bon, et puis à partir de ce jour-là, alors comme par enchantement, 48 heures après, le FIPOL nous appelle, votre dossier, il manque telle et telle pièce si vous voulez que ça avance. Enfin, ça a commencé à se dénouer. Et du jour où la route a été réouverte, on a travaillé. On a travaillé parce que les Français ont été super sympas, parce qu'ils ont été solidaires. Là, justement, je remercie tout à fait les gens qui sont venus nous voir, parce que c'était pas pratique, c'était pas une côte superbement nettoyée. Mais les gens sont venus, il y a eu une solidarité qui s'est faite, et j'avoue que j'ai été vraiment très touché, et ça m'a même beaucoup ému. Alors, je disais aussi que la plupart des plages, 95% des plages sur le littoral atlantique sont propres aujourd'hui. Il en reste quand même, regardez, il en reste quand même, on le voit, le fioul. Ça nous fait un préjudice de 200 000 francs à peu près. Au lieu de 22 semaines en 99, je n'ai loué que 11 semaines pour cette année. J'ai été voir mon comptable hier, il m'a annoncé moins de 30%. Dans le secteur du tourisme, les campings sont les plus touchés. Le propriétaire de ce terrain 4 étoiles a subi un préjudice de 400 000 francs. En plein mois d'août, il n'a loué que le quart des emplacements et des mobile homes. Les vacanciers anglais et allemands, qui d'habitude représentent la moitié de sa clientèle, ne sont pas venus du tout. Alors, comme 85% de ses confrères du Morbihan, Léo Guézel a fait une demande d'indemnisation. Les dossiers, c'est ici qu'on vient les déposer, dans cette structure mise en place par le Conseil général et les chambres de commerce. Après contrôle, les comptables transmettent au FIPOL, le fonds international qui indemnise en cas de pollution par hydrocarbures. Une perte globale de 70% de chiffre d'affaires. Insurmontable, ce couple qui louait des mobile homes à des vacanciers est en cessation d'activité. Et pour les autres, c'est encore beaucoup d'incertitudes. Ils sont indemnisés au moins 50% par le FIPOL à partir du moment où le FIPOL reconnaît leur préjudice. Et en ce qui concerne les 50% complémentaires, on est toujours en attente de mise en place concrète de promesses qui ont été faites par le Premier ministre.
Ici, à Saint-Pierre-de-Quiberon, on ne croit pas aux promesses du gouvernement. Pour l'hôtel de Bretagne, 20% de pertes de Pâques à fin juillet et sans doute beaucoup plus pour le reste de l'été, mais le bilan n'est pas encore connu. Bien sûr, on peut se tourner vers le Conseil général, mais là aussi, les aides sont jugées insuffisantes. Et c'est très bien les avances sur trésorerie, mais c'est sur 18 mois. Sur 18 mois, ça fait court, hein, sur une saison comme la nôtre. C'est pas possible, ça. Touchés aussi les particuliers propriétaires de logements de vacances. Isabelle Mermet, qui a restauré cette maison de pêcheurs pour la louer à une clientèle anglaise, a perdu 70 000 francs cette année. Et ce qui est important, c'est qu'on a eu beaucoup de manque de clientèle étrangère. Ce qui est très important pour la commune et puis pour faire tourner tous les commerces, les environs. Et c'est vrai que c'est très important. Et personne n'est optimiste pour l'avenir. Parce que les vacanciers ont découvert autre chose cette année et vont peut-être changer leurs habitudes, et parce qu'il y a 20 ans, après la Moco Cadiz, il avait fallu 5 ans pour remonter la pente. Mais ce n'est qu'un au revoir. Cela veut dire beaucoup de contrôle, de meilleurs contrôles sur les bateaux, sur ces pétroliers, sur ces épaves flottantes qu'on voit de temps en temps croiser ici dans l'océan. Et il n'y a pourtant que 54 inspecteurs en France. Il en faudrait au moins le double. Enquête maintenant sur la sécurité en mer et sur le travail des inspecteurs. Bonjour. Pour aller chez le commandant, on passe par là ? Oui, passez par là, oui. Ce n'est ni une descente de police, ni une visite de courtoisie. Il s'agit d'une inspection des affaires maritimes sur un pétrochimiquier français en escale au Havre. Ces 3 contrôleurs vont passer le navire au peigne fin. Ici, on a des visas, alors. 10,96. Ah bah voilà. Contrôler les contrôles, ça commence toujours comme ça. Attestation, certificat, on vérifie tout jusqu'aux dates de mise en service des bouteilles incendie. Vous savez, nous sommes tous anciens navigants, hein, tous les 3, nous avons navigué entre 5 et 20 ans, donc on connaît le milieu, on connaît les problèmes des gens. Je pense que les gens du bord savent qu'on connaît leurs problèmes et qu'on n'est pas là pour les ennuyer, mais pour leur rendre service. Hein. Ces fonctionnaires ont tout pouvoir. C'est eux qui délivrent les permis de naviguer et qui prennent des sanctions en cas de déficience. Alors, tatillons, ils vont tester l'ensemble du système de sécurité. Sur un bateau comme celui-là, qui transporte des matières dangereuses, il faut pouvoir jeter ou lever l'ancre rapidement. Surtout, il faut que les installations anti-incendie soient fiables. Il en va de la vie de l'équipage. Mais là s'arrête leur investigation. Des entrailles du navire, de l'état de la coque, ils ignorent tout. La structure, elle a été contrôlée avant nous par la société de classification, en l'occurrence sur ce bateau, le Bureau Veritas. Et donc nous avons commencé, lorsque nous avons vérifié les papiers du bord, que effectivement l'attestation que ces contrôles avaient été faits se trouvait bien à bord. Faire confiance aux documents, c'est bien là le problème. Et le naufrage de l'Erika l'a rappelé. Il semble qu'effectivement, peut-être qu'il y avait une certaine légèreté à accorder les certificats de navigation. Difficile de combattre ces pratiques, sinon renforcer les contrôles. De l'avis de ce capitaine, la catastrophe aura au moins servi à ça. Maintenant, les contrôles d'administration semblent partir dans le bon sens. Je pense que peut-être que l'Erika a poussé un petit peu dans ce sens-là, mais c'est un mieux maintenant. Vous pensez qu'il y a un avant et un après Erika ? Oui, certainement. Et pourtant, il y en a encore des bateaux poubelles, des pavillons étrangers le plus souvent qui échappent à la vigilance. Il faut dire qu'ici au Havre, 7 contrôleurs veillent à la sécurité du port quand 7000 bateaux vont et viennent chaque année. En tout et pour tout en France, 54 inspecteurs. Un chiffre dérisoire que le ministre des Transports a promis de multiplier par 2, mais pas avant fin 2001. Le 4e groupe pétrolier mondial, Total Fina Elf, a eu son image écornée par cette histoire de pollution écologique et en même temps a fait énormément de bénéfices. Le point maintenant sur la responsabilité et les indemnisations développées par Total. Monsieur s'active dans l'atelier pendant que Madame tient la caisse. Alors, une petite signature, on va partir. Depuis 10 ans, ce couple gère une station Total. Ils se sont installés ici, dans le centre-ville de Nantes, et il y a un an, ils ont subi de plein fouet la crise Erika.
C'était difficile parce qu'on était toujours cité dans les médias, on était en première ligne, c'était nous qui étions face aux clients. Et donc, c'était pas toujours facile à gérer, mais je pense qu'on l'a fait au mieux. Et puis, le résultat est qu'on n'a pas perdu nos clients. Malgré la catastrophe, les clients sont restés fidèles. Ils n'ont pas répondu aux appels au boycott. Ils ont même parfois apporté leur soutien dans les moments difficiles. Je pense que c'est tombé par hasard sur un bateau qui était affrété par Total. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et puis eux, ils sont commerçants comme moi. Ils ont leur clientèle à défendre. Ils y sont pour rien. Vous en avez parlé un peu tous les deux? On a eu l'occasion d'en discuter tous les deux, bien sûr. Hein, parce que bon, ça le touchait quand même. Il a quand même pignon sur rue. Hein. Il fait partie d'un quartier où les gens le connaissent. Ici, comme partout en France, les ventes n'ont pas baissé. Le client n'a pas déserté les stations Total. Cette année, grâce à la conjoncture, le groupe pétrolier enregistre d'ailleurs des résultats records. 22 milliards de francs sur les 6 premiers mois de l'année. Reste la mauvaise image que Total tente d'effacer depuis un an, avec plus ou moins de succès. Le défi pour l'entreprise, c'est pas de dire il s'est rien passé, on va tout oublier, non. C'est de dire je mets ça de côté et je reviendrai un jour pour montrer qu'aujourd'hui je peux avoir la tête haute avec les investissements que j'ai faits pour réparer le mal qui a été réalisé. En attendant d'avoir la tête haute, la vie continue pour notre couple de gérants. Et les affaires vont plutôt bien. Ce jour-là, ils ont vendu tout leur gasoil jusqu'à la rupture de stock. Le procès du naufrage de l'Erika est le premier en France d'une catastrophe écologique majeure. Le tribunal correctionnel de Paris a 4 mois pour établir les responsabilités. Après 7 ans d'enquête, 15 personnes morales et physiques ont été renvoyées devant la justice pour pollution. En décembre 1999, ce bateau avait pris la mer en pleine tempête avec 30 000 tonnes de pétrole à son bord. Véronique Jean, Laurent Béraud, Sylvain Lequen. Une centaine d'avocats, 15 prévenus, 70 parties civiles. Et pour le premier jour du procès du naufrage de l'Erika, 3 candidats à l'élection présidentielle dans les couloirs du palais de justice. Dominique Voynet, ministre de l'Environnement au moment de la catastrophe, mais aussi Corinne Lepage, avocate de plusieurs communes, et Philippe de Villiers ont fait entendre leur voix avant l'audience. Je suis là pour défendre un département qui a été souillé, une côte atlantique qui a été blessée, et aussi pour penser à l'avenir, parce que depuis que nous nous parlons, il y a déjà 2 bateaux poubelles qui sont passés sur le rail d'Ouessant. J'en attends que la justice passe, et aussi que le coût soit élevé, non pas par plaisir de faire payer, mais parce que nous vivons dans un monde économique où seul compte malheureusement la finance, et il faut que polluer les côtes, ça coûte très cher, sinon ça continuera. 12 décembre 1999, l'Erika se casse en deux, libérant 20 000 tonnes de fioul. Bilan, 400 km de côtes souillées et plus de 150 000 oiseaux mazoutés. Le préjudice infligé à l'économie bretonne est évalué à plus d'1 milliard d'euros. Un grand absent à l'audience aujourd'hui, le capitaine indien du navire, filmé lors de son arrestation. En revanche, l'ancien propriétaire, un Golden Boy italien, Giuseppe Savarese, s'est présenté. Il est soupçonné d'avoir violé délibérément les règles de sécurité. Quant au groupe Total, l'affréteur de l'Erika, son système de défense n'a pas varié depuis 7 ans. La compagnie prend des navires qui sont certifiés, qui disposent de certificats. En l'espèce, il les avait tous. Il était fort bien coté par les ports. Il venait de passer en grande visite 15 mois plus tôt. Par conséquent, il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas affrété. Le procès devra expliquer pourquoi l'Erika, un bateau à une seule coque, vieux de 25 ans, a pris la mer en pleine tempête, malgré plusieurs inspections ayant signalé de graves traces de corrosion. Et sans détour, Corinne Lepage répond à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du mouvement écologiste CAP 21, avocate. Vous représentiez les collectivités locales à ce procès de la catastrophe de l'Erika. Vous êtes ancienne ministre de l'Environnement. Pourquoi la justice reconnaît aujourd'hui le préjudice écologique dans cette catastrophe alors que ça n'avait jamais été fait avant? On a un autre exemple en tête qui est celui que vous connaissez bien, de la Moco Cadiz. Alors, sur la Moco Cadiz, le principe avait été admis, mais on avait considéré qu'il y avait plus de dommages 14 ans plus tard. Il y a eu deux décisions en France qui avaient déjà été rendues, mais c'est la première fois qu'il y a une reconnaissance avec l'application d'un principe aussi vaste et, par exemple, l'indemnisation pour la LPO, la Ligue de protection des oiseaux morts. Alors, pour les collectivités locales, il y a le principe de la réparation du préjudice écologique, et le Morbihan, par exemple, récupère quelques milliers d'euros à ce titre. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que dans l'équation économique,
des affréteurs et de toute la chaîne du transport pétrolier, on va savoir qu'une catastrophe en Europe et notamment en France, ça peut coûter très cher et qu'il vaut mieux prendre des bateaux qui sont sécures plutôt que d'en prendre des poubelles. Un mot sur la condamnation de Total ? Je dirais que pour les collectivités locales, c'est une satisfaction. D'abord psychologique, parce qu'elles avaient eu le sentiment d'être très méprisées au départ de ce dossier. Et puis juridique, dans la mesure où il est essentiel que tous les acteurs de la chaîne puissent être responsables. Ici, vous savez, ce qu'a dit le tribunal, c'est du bon sens. Il a dit, écoutez, Total, vous avez contrôlé ce bateau, vous avez donné un feu vert, vous avez accepté de le prendre, vous saviez qu'il était en mauvais état, vous avez commis une imprudence, et voilà. 192 millions d'euros, c'est le maximum qui pouvait être obtenu ? Non, ce n'est pas le maximum puisqu'il n'y a pas de plafond pour la réparation des dommages. Il y en a un pour les sanctions pénales, mais pas pour la réparation des dommages. C'est une somme importante, c'est moins que ce qu'on espérait. Vous espériez combien ? L'évaluation du préjudice écologique, les communes n'en ont pas eu. Par contre, le tribunal a été assez généreux en ce qui concerne l'atteinte à l'image de marque, puisque par exemple les communes que je défends ont reçu entre 1,5 million et 500 000 euros. Les pétroliers disent que les parties civiles réclamaient 1 milliard d'euros ? Non, c'est un peu moins que ça d'abord en plus. Mais donc un peu plus que 192 millions. Oui, incontestablement, bien sûr. Est-ce que c'est quand même un demi-échec ou est-ce que vous considérez que les communes ont été indemnisées quand même à la hauteur du préjudice subi ? Pas toutes, peut-être ? Non, pas à la totalité du préjudice subi, certainement pas, parce qu'il y a toute une partie du préjudice, de toute façon, qu'on n'arrive jamais à évaluer convenablement. Mais ce n'est certainement pas un échec ou un quart d'échec ou un demi-échec. Non, c'est une victoire pour les collectivités locales et les parties civiles. Au moment où l'on parle, j'allais dire des dizaines, mais peut-être moins, peut-être plus, je ne sais pas, de bateaux poubelles sillonnent les mers du globe. Que faire contre cela ? Est-ce que vous pensez sincèrement que ce jugement d'aujourd'hui va être dissuasif ? Écoutez, il va être certainement dissuasif, au moins pour les côtes européennes. Ce qui s'est passé en France, à mon avis, est intéressant au niveau de l'Europe. Et du reste, je plaide devant la Cour de justice mardi prochain sur la suite du procès Erika en ce qui concerne la notion de déchets. Et donc cela intéresse toute l'Europe. Vous savez, les États-Unis ont changé leur législation et grâce à ça, il n'y a plus de bateaux poubelles aux États-Unis. Eh bien, ce qui vient de se passer avec l'Erika en France, j'espère que ce sera la même conséquence. Mais ce n'est pas un changement de législation européennes. Non, c'est un changement de jurisprudence, mais peut-être annonciateur d'un changement de législation sur la responsabilité de tous les acteurs, car aujourd'hui, les affréteurs continuent à n'être pas responsables. Il n'est pas admissible dans la société contemporaine que un acteur économique puisse dire moi, quoi que je fasse, je ne suis jamais responsable. C'est pas possible. Oui, il faut rappeler que Total, là, dans l'affaire de l'Erika, n'a pas été condamné en tant qu'affréteur. Il a été condamné parce qu'il avait fait le contrôle du bateau. Premier titre, donc ce soir, la fin d'un des grands procès de la décennie en matière d'environnement, celui de la marée noire de l'Erika. Eh bien, après 10 ans d'attente, Total est condamné, ainsi que l'armateur et le gestionnaire du pétrolier. Dominique Verdeillan, Mathieu Drejoux. L'Erika se résume désormais à une énorme facture. 10 ans après la catastrophe, la justice continue d'évaluer l'exact préjudice de la pollution. Le groupe Total est considéré comme l'affréteur véritable de l'Erika. Pénalement responsable, il est condamné à 375 000 euros d'amende, mais surprise, la cour d'appel l'exonère de toute indemnité. Le pétrolier n'a donc rien à débourser après les 171 millions déjà versés. Ça ne change pas les engagements que nous avons pris vis-à-vis de toutes les parties civiles qui ont été indemnisées à la suite du jugement en première instance. Ces indemnisations, elles sont acquises. Total coupable mais pas responsable. Une décision difficilement compréhensible pour ceux qui ont eu à pâtir de la pollution provoquée par l'Erika. Au niveau des indemnisations, si j'ai bien compris, mais il va falloir qu'on regarde ça de près, à mon avis, ils échappent pratiquement à tout. Donc bon, non, je trouve ça scandaleux. Lorsque un pétrolier continuera à utiliser un bateau poubelle, il aura un petit risque pénal, mais ça ne lui coûtera rien. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement préoccupant pour la suite. 400 km de côtes touchées, 150 000 oiseaux mazoutés, la cour d'appel a alourdi les dommages et intérêts. De 192 millions, on passe à plus de 200 millions. Les juges ont surtout étendu le préjudice écologique 10 fois plus qu'en première instance. On ne pourra plus se comporter demain comme on le faisait hier. La reconnaissance du préjudice écologique est vraiment une victoire. Le dossier Erika n'a pas fini sa carrière judiciaire. La Cour de cassation dira l'an prochain si elle valide la décision prise aujourd'hui.